L'une des 12 lois universelles de la philosophie hermétique rendue célèbre par le livre Le secret de Rhonda Byrne affirme que les pensées et actions positives sont gratifiantes et inversement pour les pensées et actions négatives. Cependant, la loi d'attraction, est-ce un mythe ou une réalité? La réponse, c'est tout de suite dans Question d'existence. Bonsoir chers téléspectateurs. Une nouvelle semaine, une nouvelle question à répondre. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'univers de la loi d'attraction. Et pour apporter des éléments de réponse à la problématique que soulève ce sujet, nous avons à nos côtés le docteur Boulaïba Nebié. Il est docteur en philosophie des sciences. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter et merci pour la considération. D'accord, docteur. Docteur Nebié, Isaac Newton, physicien, astronome et théologien anglais, a mis au jour au XVIIe siècle la loi de la gravitation, encore appelée loi de l'attraction universelle. Elle désigne, pour résumer, la force responsable du mouvement et de la chute des objets sur Terre et des corps célestes. Cette force attire entre eux des corps ayant une masse. Par ailleurs, même si les corps en question ont des masses différentes, ils s'attirent avec des forces de même valeur. C'est cette définition-là que Isaac Newton donne à la loi de l'attraction universelle. Mais docteur, que dit la philosophie sur la loi de l'attraction? Merci. Et ce qu'il faut retenir le plus simplement possible, c'est que la loi de l'attraction nous informe que deux corps dans l'espace, deux corps s'attirent l'un vers l'autre proportionnellement à leur masse et inversement proportionnel au carré de la distance qui les sépare. Ça veut dire que le corps le plus pesant attire le corps le moins pesant vers lui. Et c'est pourquoi généralement on parle de l'attraction terrestre, parce que la Terre est plus pesante que les autres corps que la Terre attire. Mais ce n'est pas parce que tous les corps viennent vers la Terre, c'est parce que la Terre est plus pesante que ces différents corps. Un corps plus lourd que la Terre va au contraire attirer la Terre vers lui. Voilà. C'est ce que nous dit Newton, qui a été aidé dans ses travaux par Kepler. Voilà. Mais que dit la philosophie sur cette loi-là? Loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est une loi scientifique. Et en tant que loi scientifique, la philosophie ne peut que constater. La loi scientifique, on ne peut pas la modifier. Et c'est une formule technique qui est invariable. Maintenant, c'est possible qu'avec le temps, elle peut admettre quelques insuffisances qu'on pourrait corriger parce que la vérité scientifique est toujours fonction des circonstances de temps. Parce que la vérité scientifique d'hier peut être une erreur scientifique aujourd'hui. Alors, mais jusqu'à présent, la loi de la chute des corps reste telle. Elle n'a pas encore connu de modification. Mais je parlais plus précisément de la loi d'attraction elle-même. Oui. Oui. Parce que quand on parle de loi d'attraction, il faut nuancer. Il y a l'attraction universelle, qui est la formule développée par Newton. Mais il y a d'autre part la loi d'attraction. Et cette loi d'attraction n'est pas l'œuvre de Newton. Oui. Mais elle a été inaugurée par une Russe. C'est une théosophe. Une théosophe, ce n'est pas forcément un philosophe. Dans théosophie, vous avez la théologie. Donc, c'est une religieuse qui a inauguré la loi de l'attraction, qui, dans ses écrits, avait démontré que il y a une corrélation entre notre pensée, c'est-à-dire l'esprit, et notre avenir, c'est-à-dire les choses. Et cette loi a été reprise par un philosophe américain, le philosophe Quimby, et qui, lui, va établir
nettement une corrélation, et parce que pour lui, nos maladies sont le plus souvent l'œuvre de nous-mêmes, de nos pensées. Ce sont nos pensées qui sont à l'origine de nos maladies. Et pour soigner nos maladies, le meilleur remède, c'était de penser la pensée, c'est-à-dire soigner nos états d'âme. Voilà. Et c'est là qu'on va développer ce qu'on a appelé la loi d'attraction, qui philosophiquement signifie que nous pouvons, sur la base de nos pensées, nous projeter dans l'avenir et réaliser des choses positives. Parce que ce qui est le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Mais est-ce qu'il y a une corrélation entre la loi d'attraction, celle que vous venez de définir, oui, et la loi universelle? Et une corrélation nette, peut-être on peut parler d'analogie. Une analogie, c'est-à-dire que la loi d'attraction s'est inspirée de l'attraction universelle, le mouvement universel de la chute des corps. Alors, de ce point de vue, cette relation entre les corps dans l'espace pourrait également définir notre avenir et nos pensées. C'est-à-dire, nos pensées sont le moteur ou le propulseur de notre avenir. Donc, la loi d'attraction, c'est tout simplement une philosophie du bonheur. Et on peut retrouver ses origines même dans les textes d'Épicure, depuis l'Antiquité, qui pensait que le but même de la vie était la recherche du plaisir. Et pour rechercher ce plaisir-là, il fallait non seulement se départir des choses matérielles et fonder le bien-être humain sur les choses morales, c'est-à-dire les choses non matérielles. Il fallait dématérialiser le bonheur et le rendre accessible à tout le monde. À partir de ce moment, on avait déjà un lien entre notre état d'âme, notre façon de voir les choses et notre bien-être. Voilà. Maintenant, avec le temps, cette philosophie sera reprise pour désigner le rapport entre notre pensée, c'est-à-dire notre façon de percevoir le monde, et notre être. Parce que dans la loi d'attraction, qui n'est pas à confondre avec l'attraction universelle, dans la loi d'attraction, il faut privilégier l'être au détriment de l'avoir. Voilà, puisque généralement nous fondons notre bonheur sur l'avoir au lieu de l'être. Alors que pour avoir l'avoir, il faut d'abord développer l'être. Donc c'est plutôt une philosophie existentielle. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une relation entre la loi d'attraction et le subconscient? Une relation. Et déjà, bien sûr, il y a une relation, mais cette relation n'est pas intrinsèque, dans la mesure où la loi d'attraction se fonde sur nos jugements, notre façon de percevoir le monde, de voir les choses. Donc, cette façon de voir le monde détermine d'une manière ou d'une autre ce que nous sommes. Et c'est une perception de l'esprit. En tant que perception, en tant qu'imagination, on replonge nécessairement dans le subconscient. Mais attention, parce que nos désirs, tous nos désirs ne sont pas contrôlés par quoi? Par l'esprit. Et comme l'avait si bien dit Freud, il y a l'inconscient qui détermine la plupart de nos actes. Et comme certaines pensées échappent même au contrôle de l'ensemble de notre esprit, c'est-à-dire du conscient, alors il va de soi qu'il y a une corrélation entre nos pensées qui vont échapper au contrôle du moi, c'est-à-dire de la conscience, et le subconscient qui peut désigner également l'inconscient. D'accord, d'accord. Et est-ce à dire que la loi d'attraction a trait à la spiritualité plutôt? Bien sûr, elle est inséparable de la spiritualité, puisque je t'ai dit que la loi d'attraction a été inaugurée par une théosophe, donc une spécialiste de la religion. Donc, elle a des origines religieuses, avant même de faire son entrée dans l'univers philosophique. D'accord. Voilà.
Donc, on peut la comparer à la foi au niveau des religions. Mais bien sûr, puisque la loi d'attraction même, dans son processus, il y a la foi. C'est d'abord opérer un choix, c'est-à-dire manifester un désir et croire en la possibilité de réaliser le désir et agir dans ce sens afin de pouvoir le réaliser. Donc, la dimension croyance implique déjà la religion, c'est-à-dire la foi. Maintenant, tous les adeptes religieux ne sont pas favorables à la loi d'attraction, notamment l'islam, parce que en tant que loi scientifique et philosophique, elle est loin d'être l'œuvre de Dieu. Voilà. Et croire à la loi d'attraction serait une certaine façon de subordonner Allah à la volonté humaine. Or, dans les préceptes islamiques, c'est plutôt l'homme qui est subordonné à la volonté de Allah, la volonté de Dieu, et non le contraire. Mais, d'une manière ou d'une autre, il faut reconnaître que la loi d'attraction implique l'idée de foi. Voilà. Elle est inséparable de la religion, même si elle est une loi et non une règle magique. Elle reste spirituelle parce qu'elle est liée à l'idée et non pas aux choses. C'est vrai que certains pensent que quand on parle de loi d'attraction, on voit tout de suite le matériel. Ça veut dire, si je rêve d'avoir une voiture, je me bats pour l'avoir. Mais ce n'est pas l'avoir qui fonde la loi d'attraction. La voiture peut être une source de motivation. Mais la loi d'attraction repose sur la détermination, l'engagement que j'ai à réaliser mes rêves. Et c'est pourquoi le positif attire le positif. Voilà, dans la loi d'attraction. D'accord. Ouais. Mais à travers quels outils est-ce qu'elle se transmet? Et la loi d'attraction, bon... Il n'y a pas d'outil spécifique. Et il n'y a pas d'outil spécifique parce que les individus ne sont pas les mêmes. Donc, sa manifestation varie d'un individu à l'autre. Donc, si je me fixe une mission et que je rêve de l'accomplir, je développe l'engagement. Je dois d'abord avoir foi en ce que je fais et en ce que je veux. À partir de ce moment, je me bats pour réaliser mes rêves. Et cela, c'est du positif. Mais lorsque je développe déjà des idées négatives, à partir de ce moment, j'établis un blocus dans ma vie. Et en ce moment, on dira que le négatif attire le négatif. Donc, il n'y a pas d'outil spécifique dans la loi d'attraction, et parce qu'elle se manifeste différemment d'un individu à l'autre. Donc, si vous voulez obtenir, par exemple, un objet réel et vous manifestez le désir, et le désir de l'obtenir, le désir n'est pas matériel en réalité. Donc, votre attitude face au désir est personnelle. Donc, cette attitude ne peut pas être collective. Et ce qui est encore déterminant, c'est que les désirs sont éphémères. Vous pouvez manifester le désir d'obtenir quelque chose tout de suite et le moment suivant, le désir change. Donc ça aussi, ça peut compromettre la réalisation de la loi d'attraction. Mais cela ne signifie pas que la loi d'attraction a forcément des insuffisances, mais c'est parce que notre attitude vis-à-vis de la loi n'est pas, vis-à-vis du désir, n'est pas la même d'un individu à l'autre. Voilà. Okay. Si je comprends bien, vous dites, est-ce à dire que tout le monde pratique la loi d'attraction sans s'en rendre compte? Oui, d'une manière ou d'une autre, tout le monde pratique la loi d'attraction parce que dans la vie, pour obtenir quelque chose, il faut d'abord désirer la chose. Donc, c'est lorsqu'on désire une chose qu'on développe quoi? Une stratégie pour obtenir la chose. Et
cette stratégie est toujours fondée sur la croyance au succès. Je rêve de devenir astronaute. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence à planifier qu'est-ce que je dois faire dans ma vie pour devenir astronaute. Et je commence à définir mes stratégies pour y arriver. Par contre, quelqu'un d'autre peut manifester le rêve de devenir mécanicien et il définit sa stratégie. À un moment donné, d'autres facteurs extérieurs viennent compromettre sa stratégie. Donc, à partir de ce moment, il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas une relation nette d'un individu à l'autre, ni une façon unique pour l'atteinte de la réalisation de la loi d'attraction. Mais elle s'impose à tout le monde. Elle s'impose à tout le monde. Même ceux qui sont victimes de cette loi, ça veut dire ceux qui se font régulièrement des idées négatives, ils ne s'en rendent pas compte que ce sont les idées négatives qu'ils se font qui conditionnent leur être. Et si vous ne croyez pas que vous pouvez poursuivre de longues études, par exemple, est-ce que vous allez oser même vous inscrire à l'université? Non. Parce que même si vous obtenez le baccalauréat, ça va rester un rêve. Donc, vous avez le diplôme en main, mais vous ne savez pas quoi faire avec. Alors que celui-là qui a déjà un objectif bien déterminé, et avant d'obtenir son baccalauréat, il sait exactement qu'est-ce qu'il fera après son baccalauréat. Voilà. Donc, souvent, nous sommes victimes de la loi d'attraction sans même nous en rendre compte. Et sans oublier que, par moment, la loi d'attraction exige de l'indulgence, le pardon, parce que pour développer des idées positives, il faut accepter pardonner. Il faut être indulgent, il faut aussi être patient. Parce que souvent, nous sommes plus pressés d'atteindre nos objectifs que l'action réelle à mener avant de pouvoir atteindre l'objectif. Voilà. Donc, tout ça constitue des facteurs extérieurs qui pourraient compromettre la réalisation de la loi d'attraction ou l'atteinte de nos objectifs. D'accord. Donc, en conclusion, la loi d'attraction fonctionne vraiment? La loi d'attraction, bien sûr qu'elle fonctionne. Elle fonctionne vraiment. Cependant, son résultat n'est pas le même d'un individu à l'autre. Voilà. C'est ce qu'on pourrait dire. Okay. Mais est-ce qu'elle peut fonctionner réellement sans action concrète? Par exemple, tu t'assois, tu dis, non, je veux devenir, par exemple, président, mais tu ne milites pas pour devenir président, ou bien je veux devenir médecin, tu es assis, tu comptes sur, comment dire, la loi d'attraction. Oui, mais la loi d'attraction, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Quand on dit une loi, c'est comme tout de suite on parlait de l'attraction universelle. C'est une loi qui dit que deux corps en mouvement s'attirent l'un vers l'autre selon leur masse et à raison inverse du carré de la distance qui les sépare. Donc, c'est une formule mathématique bien définie. Et c'est pareil pour la loi d'attraction, c'est-à-dire j'ai mon désir, je désire accomplir mon désir pour être heureux. Voilà. Il faut d'abord que je choisisse l'objet de mon désir, que j'ai foi que je peux accomplir mon désir, réaliser mon rêve et que je puisse agir conséquemment pour l'atteinte de mes objectifs. Sinon, vous serez victime de vos pensées. Et c'est pourquoi il y en a qui ont des idées positives, mais le résultat peut être contraire à leurs attentes. Parce que quand vous manifestez le désir d'être quelque chose ou d'obtenir quelque chose et l'action ne suit pas, mais il va de soi que les résultats soient contraires à vos attentes. C'était ma prochaine question en tout cas. D'accord. Oui, oui. Donc, la loi d'attraction peut avoir un effet inverse de celui recherché. Mais bien sûr. Donc, ça veut dire que la loi d'attraction peut produire des résultats contraires à vos attentes. Quelles en sont les causes? Les causes, c'est l'absence d'action et par moments, ça peut être déterminé par des facteurs extérieurs qu'on n'arrive pas à surmonter. Par exemple, étant donné qu'elle est liée
à l'esprit, si vous développez des idées et que d'autres idées viennent nuancer vos idées de départ, si vous n'êtes pas moralement fort, vous pouvez substituer vos idées de départ aux idées nouvelles qui pourraient être toxiques pour vous et votre entourage. Je prends un exemple simple. Et ton rêve est de poursuivre tes études et d'obtenir un doctorat. Et durant tes études, celui qui finançait tes études a un problème. Il est incapable de financer tes études. Donc, nécessairement, tu vas subir le choc. Et si tu n'es pas moralement fort, pour trouver, d'abord savoir qu'il faut chercher un partenaire extérieur pour poursuivre le financement de tes études, ça veut dire que désormais, ce que tu as à l'esprit, c'est que tes études se sont arrêtées et le facteur, c'est le manque de moyens ou le décès d'un tel. À partir de ce moment, ça veut dire que tu es bloqué. Tu avais ton objectif bien défini, mais malheureusement, tes idées sont positives, mais un événement extérieur est venu troubler et le fil de tes idées. Du coup, tu ne peux plus atteindre ton objectif. Par contre, une autre personne à ta place réfléchira sur les voies et moyens de résoudre son problème. Et à partir de ce moment, il peut trouver des partenaires, d'autres partenaires qui vont poursuivre le financement de ses études et il va atteindre son objectif. Et c'est pourquoi l'accomplissement de cette loi dépend d'un individu, varie d'un individu à l'autre. Donc, ce sont les limites de la loi d'attraction. Voilà. Mais est-ce qu'on peut avoir d'autres limites de cette loi d'attraction-là? D'autres limites? Oui, il peut y avoir d'autres limites dans la mesure où nos idées ne sont pas nécessairement le produit de notre psychisme. Si je parle du psychisme ici, il faut entendre ça par conscience. Étant donné que la conscience ne contrôle pas l'ensemble de nos idées, on peut se formuler des idées, on croit avoir une vue claire de quelque chose alors que ce ne sont que des hallucinations, ce ne sont que des illusions. Et Freud enseignait que l'homme est déterminé par son inconscient plutôt que sa conscience. Même si la philosophie existentialiste enseignait que l'homme est ce qu'il s'est fait, l'homme est le résultat de sa pensée. C'est-à-dire, l'avenir de l'homme relève d'une construction de l'esprit. Freud dit, mais cette pensée n'est pas toujours contrôlée efficacement par la conscience. Parce que très souvent, pour comprendre l'homme, il faut se référer à l'inconscient qui gouverne près de 90% de nos actes, contrairement à ce qu'on aurait pensé. Donc, du coup, si l'homme n'est pas un sujet conscient, si nos idées ne proviennent pas en droite ligne de la conscience, alors on peut se faire de fausses illusions, on peut se faire des illusions et croire qu'on pourra atteindre notre objectif. En ce moment, quel que soit notre combat, et c'est à la dernière minute, on se rendra compte qu'on est devant le fait accompli, le résultat est négatif. D'accord. Ouais. Alors, docteur, au regard de vos réponses précédentes, oui, doit-on et peut-on faire de la loi d'attraction une philosophie à appliquer quotidiennement? Mais bien sûr, la loi d'attraction, je dirais même qu'elle est déjà appliquée quotidiennement par les gens, sans même le savoir. Parce que la vie de tout un chacun est déjà un plan tracé et que chacun se bat pour réaliser ses rêves. À partir de ce moment, nous réalisons la loi d'attraction sans même le savoir. Maintenant, le faire sans le savoir et le faire en connaissance de cause, ça devient des choses différentes. Lorsque on connaît, alors on agit conséquemment et prudemment. Et cela permet de mieux surmonter les obstacles et d'atteindre ses objectifs. Sinon, on risque de se battre et à la fin aboutir à des résultats
contraire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces éléments de réponse. Merci à vous pour l'invitation et je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Chers téléspectateurs, on dit que l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure et après l'heure, ce n'est plus l'heure. Vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de cette émission et de ces échanges avec le docteur Nibié sur la loi d'attraction. On peut dire que nos pensées positives sont la source de notre bonheur et nos pensées négatives sont la source de notre malheur. Alors, merci beaucoup, professeur et docteur plutôt, pour tous ces éléments de réponse. Merci bien à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et en attendant le prochain numéro de votre émission Question d'existence, méditez sur cette pensée bouddhiste. Ce que tu penses, tu le deviens. Merci.